Un petit matin, en plein centre de Paris. Ouais. Ilan Hanoufa a 30 ans, il est styliste. Il a un rêve. Devenir l'un des plus grands noms du prêt-à-porter en France. Hey, t'es fraîche, hein? Le jeune homme est apparemment bien connu dans le quartier. Je viens ce soir. On vous attend, hein? Merci beaucoup. Vous connaissez tout le monde ici? Ouais, un peu. Un petit peu. Bah, on a grandi ici, hein, si tu veux. T'arrives au sec, mais vers où? De où? Nous sommes dans le Sentier, le quartier de la fringue. Dans ces rues, on est tous un peu oncles, neveux ou cousins. Alors? Toujours au goulag? Quand on a réussi dans le Sentier, on ne s'appelle pas par son prénom, mais par le nom de sa marque. Ça va, ça travaille? Ça travaille? Bien boire quand même, non? C'est la petite française, ouais, c'est la petite française. Vous êtes son... Non, Ouais. son cousin par alliance. D'accord. Et vous travaillez dans le Sentier? Dans le Sentier, la petite française. Ouais. D'accord. Voilà. Et alors? Je l'ai vu, il était petit comme ça. Et je lui cassais les pieds. Voilà. Et maintenant, c'est lui qui me casse les Comment pieds. le téléphone de ton frère? Prends. Même entre concurrents, on se fait la bise. Hey! Espèce de fou, va! Ça, c'est Madison. C'est Madison. Madison, c'est un petit créateur sympathique aussi. Il fait des choses très sympas. Arrête de me dire que c'est ça. Tu fais des choses sympas, qu'est-ce qu'il y a? Des choses sympathiques, Il est dans le speed, il est dans son speed à lui. Comment ça va? T'as la forme? Ouais. Allô? Mais avant de devenir le nouveau Jean-Paul Gaultier, Ilan Hanoufa a un petit problème à régler ce jour-là. Il doit aller chercher d'urgence des étiquettes pour les vêtements de sa nouvelle collection. Si tu payes en espèces, tu l'as plus vite ta marchandise. Tu payes en carte bleue le temps que machin, je sais pas, j'en sais rien moi. Enfin, ils préfèrent les espèces, on le paye en espèces, ça leur rend service aux gens. Tu vois? Ici, tout le monde est pressé. Et pourtant, Il est pas là. Comment tu sais? Parce qu'il est pas là. J'attends devant, je t'attends. Ah, pas de problème, je t'attends. Ok, à tout de suite. Tu vois, comme quoi dans la vie, tu vois, les mecs, il faut leur mettre la pression. Faut pas les lâcher. Parce que sinon, tu peux toujours attendre. C'est comme ça, et dans le Sentier, un mec qui dit j'arrive, dans un quart d'heure, il est toujours pas là. Un quart d'heure dans le Sentier, c'est 1 heure. Non? le fameux Isaac débarque une demi-heure plus tard. Isaac, ça va? Bon, ça va passer, c'est pas le A original, mais ça va passer. TTC, ça fait 120, voilà, 120 monsieur, merci. Tiens, je le mets dans l'enveloppe et ça part à la banque avec la facture. Tu vois? Pour te montrer que c'est clean le Sentier. C'est pas fait à la va-vite, tu vois? Voilà. C'est pas parce que tu payes en espèces qu'il y a un coup dur, il y a un Trafalgar. Il n'y a pas de Trafalgar, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de machin. C'est honnête, tout est honnête. Tout est honnête. Facture Propre, tout et nickel. ça va à la banque. Ok, Si les merci deux hommes beaucoup, jouent Isaac. autant la transparence, J'avance en c'est que bleu. le quartier a une réputation sulfureuse. Le Sentier est l'un des plus petits quartiers de Paris. Il s'étend sur à peine 1 km² entre la place de l'Opéra et les Halles. C'est l'un des plus anciens aussi. Les noms des rues et de ses passages pittoresques évoquent les différentes vagues d'immigration qui ont posé leurs valises ici depuis plus d'1 siècle. Les Juifs et les Arméniens créent les vêtements, les Turcs tiennent les ateliers de confection, les Pakistanais poussent les chariots et les Chinois sont aux machines à coudre. Toutes ces communautés ont contribué à faire du Sentier la plaque tournante du textile made in France. Koukaï, Naf Naf, Cop Copine ou encore Morgane sont nés ici. Mais la réputation du quartier, c'est aussi l'argent au noir, les ateliers clandestins, les fausses factures. Aujourd'hui, la donne a changé. La crise, les affaires d'escroquerie et la concurrence chinoise sont passées par là. Alors, qui sont les nouveaux rois du Sentier? Nous suivrons l'histoire d'un couple de jeunes Chinois, Yi et Yen. Ils sont arrivés de Pékin il y a 9 ans et ils sont en train de devenir la nouvelle success story du quartier. Parfois, je déprime, j'ai envie de pleurer, mais il m'aide beaucoup, m'encourage beaucoup. Ça, je trouve que c'est très important. Ce dont tout le monde rêve ici, c'est d'une réussite comme celle de Bati,
Ce Pakistanais a débarqué en France il y a 34 ans. Il a commencé par pousser des chariots payés au noir et aujourd'hui, il est devenu riche et consul honoraire du Pakistan à Paris grâce à la fringue. Ça, d'accord. Tic-tac. C'est Sentier qui m'a donné tout. Aujourd'hui, je n'ai pas venu travailler par Sentier, je n'ai pas monté une société, je ne venais pas bâtir. Et personne ne m'a ouvert des portes, personne ne me connaît. Il ne dit même pas pardon quand il passe devant. Ilan a grandi dans le Sentier. Il y a appris ses valeurs et ses recettes. Son atelier ne paye pas de mine, mais il a créé sa propre marque au nom de sa famille. Ses arrière-grands-parents étaient des juifs de Bab el-Oued, à Alger. Ils étaient dans la confection, les Hanoufa. On sait faire que du schmattès, comme ils disent, que du prêt-à-porter, quoi. On sait faire que des fringues. Des bestiaux, mais bon. Voilà, t'as un billet de 500 francs de l'époque et mon grand-père il m'avait donné 500 francs pour ma première paye. Et à l'époque, 500 francs, c'était vraiment beaucoup d'argent. Mais moi, je suis nostalgique, ça me dit que, voilà, quoi, billet de 500, rappelle-toi des émotions que t'as eu des billets de 500 la première fois. Et essaie de te les reprocurer à chaque fois que tu descends là et que tu travailles, même si c'est un peu le souk. Pour se faire connaître, il prépare un défilé dans l'un des quartiers les plus chics de Paris. Mais le Sentier est-il toujours un Eldorado où l'on peut bâtir une fortune à partir de rien? I et sa femme Yen ont tous les deux 30 ans. Tous les matins, à 9h pile, ils ouvrent leur boutique rue Saint-Denis, au meilleur emplacement du quartier. Le couple a repris ce magasin de vente en gros il y a presque un an. Dans leur boutique, tous les employés sont chinois, tous jeunes, et ils savent tout faire. Il faut faire les cartons, faire l'article, et même le mannequin. Leurs clients sont des détaillants en vêtements, ils viennent du monde entier. Moi, j'ai 6 boutiques à Osaka. Où ça? Oui, à Osaka et une boutique à Kobe. Et vous venez d'où? En moyenne, c'est 15 € pour une tunique, au prix de gros. On note? Oui. Bon, ça c'est ML. Alors, Oui. C'est la première fois, moi. Jamal a une boutique de vêtements à Thionville, dans l'est de la France. Avant, il se fournissait chez les fabricants juifs du quartier, mais la plupart ont laissé la place à leurs concurrents chinois. Sinon, le service, ça vous convient? ah non, pas du tout. Très très désagréable. Ils sont nazes, hein. Question de service, ils sont nazes. Ils sont pas forts, hein. Ah non, hein. C'est quoi? Ah bah eux, c'est que le business, hein. Voilà. Puis ils parlent entre eux en chinois. Alors ça, je supporte pas. Vous comprenez pas? Non, bah non. Et avant le Sentier, c'était pas ça? Avant, c'était différent, c'était plus sympathique, c'était plus sympa. Mais bon, aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils bouffent tout. Il n'y a que eux. Il y a que eux. C'est ça le problème. C'était quoi avant? C'était l'ambiance Méditerranéenne, voilà, ça, on retrouve plus de ce côté-là. Ça y est, c'est fini, ça. S'il vient se fournir ici chaque semaine, c'est que la marque a su marier un prix bas avec un style tendance. C'est vraiment de la copie, donc ils prennent ça, on va dire, oui, de chez H&M ou d'autres créateurs. Et puis voilà, ils pompent. Mais c'est vraiment bien fait, quoi. C'est ça, vraiment, c'est bien fait. Et ça se vend rapidement, parce que le prix est vraiment correct. Quand vous vendez un petit pull à... Je sais pas, je vois comment ils utilisent non plus. Bah, non, par exemple, un comme celui-ci, voilà. Un comme celui-ci, ça vaut 49 €. Donc ça se vend très vite. Donc il suffit que ça plaise un petit peu, que ça aille, et c'est vendu. En réalité, la marque chinoise s'inspire plutôt qu'elle ne copie. Les modèles, c'est la patronne qui les dessine. Dans le bureau de style, elle admet que ses idées, elle ne va pas les chercher bien loin. Tout simplement dans les magazines féminins. Quand elle repère un imprimé qui revient souvent dans la presse, Yen arrache la page. Je trouve les choses intéressantes. Ça, c'est les trous, les techniques, les imprimés, les parties, c'est sympa. Exemple, Par exemple, ce pull avec des taches. J'ai vu, il y a les taches
sur les défilés, donc on a fait comme ça, c'est les tâches imprimées, oui, c'est bien. Et qui sont les marques qui vous inspirent le plus? Dolce Gabbana et Missoni et un peu de Chanel, ouais. Un peu de tout, ouais, c'est plutôt ça. Yen dessine des croquis très détaillés qu'elle envoie ensuite en Chine. Le couple emploie plus de 200 personnes sur place. On a besoin des petites tasses pour bien préciser. Pas facile de gérer une production à plus de 8000 km de distance. Pour s'assurer que le travail est bien fait, il faut appeler tous les jours. Bonjour mademoiselle Li, comment allez-vous? Pour le modèle Linhua, on va continuer à en commander. Dites-moi, dans combien de jours on pourra en recevoir? Oui, je sais que c'est le nouvel an chinois en ce moment, mais est-ce qu'on peut essayer de l'avoir avant le 10? Bon, alors le 15? Je suis un peu inquiète. Vous êtes sûre que ça va arriver avant la fin du mois? Il faut faire le maximum pour faire avancer les livraisons. Livrez autant que vous pouvez dès que possible. Ok, au revoir. Au revoir. Et parfois, il faut bien expliquer les détails. En plus, de donner les pressions et pour avancer. Ouais, sinon, c'est toujours un peu n'importe quoi, mais ouais. Leur société n'a que 3 ans d'existence. Elle fait déjà 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le couple ne compte pas en rester là. À quelques numéros dans un petit passage, Ilan Hanoufa a encore beaucoup de chemin à faire. Il doit absolument finir sa nouvelle collection de prêt-à-porter. Il a une vente privée de prévue et c'est dans une semaine. Les derniers rouleaux de tissu doivent être livrés au plus vite chez son entrepreneur qui coupe et monte toute sa collection. Ça, c'est pour du pull. Je fais tout moi-même. Parce que t'as jamais aimé ça avec que par toi-même. Le problème, c'est que le quartier est très exigu et qu'il stationne dans un passage pour piétons. Excusez-moi, excusez-moi, je charge la voiture. Je m'en vais. Maille-toi, parce que moi je vais la fraîche. Il y en a tout qui t'abonnent dans les soins là. Mais faut se calmer, hein. Casse-toi, je dois l'emmener à la crèche, putain. Mais faut se calmer. Moi, si je m'en fous, alors voilà, je vais laisser la voiture, tu fais comment? Tu fais le tour? Bah oui. Eh ben, fais le tour, alors voilà. Et puisque tu parles comme ça, tu vas faire le tour. Moi, je me calme, Comment je fais pour passer? Je m'en vais là. Oh non. J'ai jamais vu me rentrer dans une voiture comme ça. Eh, c'est ça? Oh non. Comme beaucoup de commerçants du quartier désormais, Ilan ne fait pas fabriquer ses modèles dans le Sentier, mais en banlieue parisienne. Ça lui revient moins cher. À 20 minutes en voiture du centre de Paris, de l'autre côté du périphérique, c'est entre Pantin et Aubervilliers, en banlieue nord, que se fabriquent la plupart des vêtements encore produits en région parisienne. L'entrepreneur d'Ilan est chinois. C'est un ancien de la Légion étrangère. Il s'appelle Monsieur Zong. Monsieur Zong. Bonjour, mademoiselle. Monsieur Zong, c'est Léon. C'est mon légionnaire à moi. C'est ça le Sentier, c'est le mélange des nations. C'est-à-dire? C'est le mélange des origines, de tout. Alors que voilà, aujourd'hui on travaille avec, je travaille avec Monsieur Zong. Monsieur Zong, c'est mon entrepreneur. À côté, on a, comment il s'appelle, Nikos, qui est grec, ouais, et qui coupe la marchandise pour nous. Ouais. Et Nikos, c'est Nikos. Monsieur Zong, c'est Monsieur Zong. Tu vois, entre un grec, un juif et un chinois, on va les avoir. C'est un peu ça comme histoire. Monsieur Zong a un argument commercial, sa vitesse de fabrication. Et Ilan va encore lui demander l'impossible. On est jeudi aujourd'hui, lundi matin... lundi tout sorti, hein. La robe n'a pas fini encore, là. Toi, ça va vite. Tu m'as dit Mewanti, non oui, Mewanti. Si, de toute façon, ce matin, c'est commencé, après-midi, va finir. C'est rapide. Les Chinois travaillaient, c'est très rapide. Il n'y a pas l'heure, il n'y a pas soir, il n'y a pas nuit, hein. Il n'y a pas dimanche. On y va, Monsieur Zong, parce qu'on va être en retard. On va monter?
Montez. Vous m'attendez là? Je suis désolé. Et si je montre où se trouve l'atelier de Monsieur Zong, ou notre atelier, on va dire, parce que on est ensemble, après les gens vont venir, vont lui donner beaucoup plus de travail. Et là, je vais pas réussir à faire mes petites séries, je vais pas réussir à faire mon travail, donc je préfère motus buscusu, comme on dit. Hein, vivons heureux, vivons cachés. Dans la confection, chacun est jaloux de ses petits secrets. 10 minutes plus tard, Ilan et Monsieur Zong ressortent avec une 60aine de t-shirts, commandés 2 jours plus tôt. Voilà la marchandise. 58. Non, 57. Ça, tout ça là. Oh. 57. Je sais pas compter. Je sais pas compter. Moi, je compte pour toi. Tu sais très bien que c'est moi qui compte, mais je te dis. Je vais noter sur le carnet tout de suite. Je sais 1, 2, mais je sais pas compter. Hein. Parce que je dans l'armée, apprendre à penser un peu, c'est pour ça que je n'ai pas bien pensé. Quoi. Le montage, pour un t-shirt comme ça, en moyenne, un montage comme ça, c'est à peu près dans les 15-17 euros. Entre 17 et 15 euros. Par t-shirt. Par t-shirt. Juste le montage, juste pour le fabriquer, pour le coudre. Parce que c'est compliqué, parce qu'il faut retourner le t-shirt. Enfin, c'est assez compliqué. Je sais pas, je te l'ai montré il y a 5 secondes, tu vois. C'est quand tu regardes un t-shirt. Par exemple, tu regardes mon t-shirt, regarde, je vais le tourner à l'envers. Je vais le tourner à l'envers pour te montrer. Quand je le tourne à l'envers, regarde, je vais le tourner, il va être comme s'il était de l'autre côté. Pareil. Il n'y a pas de couture apparente. Ça veut dire que limite c'est réversible, tu vois. Quand j'ai donné ça la première fois à M. Zong, il m'a regardé, il m'a dit en chinois, il m'a dit cheesing, c'est-à-dire t'es fou. Et ici, c'est combien par t-shirt? C'est secret professionnel. Quand on parle d'argent, Ilan, là encore, est peu bavard. Selon nos informations, les façonniers chinois feraient fabriquer 2 fois moins cher que dans le sentier traditionnel. Retour au centre de Paris. Ce matin, dans son atelier, le jeune homme doit montrer ses derniers modèles à quelqu'un dont la vie lui est infiniment précieux. Sa maman. J'ai pas vu. Alors, New York. T'as vu, hein, je suis quand même venue te voir. voir. New York. Hein. Alors? Je suis quand même venue. Hein. Ben voilà, il rentre, hein, je t'en prie. Ouf, je t'ai ramené des gâteaux. Tu m'as ramené des gâteaux? Que j'ai fait moi-même. Arrête. Brigitte vit aux États-Unis. Alors? Pour impressionner sa mère, ou peut-être lui montrer qu'il a changé, Ilan s'est inspiré d'elle pour créer plusieurs pièces de sa nouvelle collection. Ça, c'est ça, j'ai pensé à toi quand j'ai fait ça. Tu te rappelles? Oh là là, Ilan, je me souviens. J'ai pris sur la photo de quand t'étais à l'île Maurice. Au Canaries, c'est Canaries, c'est ça? Canaries. Non, c'était l'île Maurice. C'était un peu le même modèle que t'avais. Hein? J'ai fait la même chose. Sur les photos, j'ai pris les photos, j'ai récupéré un sac de photos la dernière fois. C'est quoi ça? T'as pensé à moi, Brigitte, la robe là qu'on vient de voir, ça vous évoque? Attends, t'as un truc sur le nez. C'était une robe que je portais parce que j'adorais, je la mettais tout le temps, cette robe. Et je descends, j'ai décliné dans cette matière aussi. Sympathique, hein? Il y a plein de choses qui reviennent, quoi. Petit, c'était un emmerdeur. Et ça, c'est tout ce qui va arriver en production. Il est trop tête en l'air, il est pas sérieux, Et j'ai beaucoup tu l'envoies changé. faire une course, il met 3 heures. Bon, tu diras, je suis un peu pareil. Mais bon, c'est comme ça, quoi. On sait quand il part, mais on sait jamais quand il rentre. Donc personne pariait sur lui dans cette Non, personne. Personne. J'ai un frère qui m'a dit, il a quand même des mains en or et il a un gros, très gros potentiel. J'ai le droit à combien de t-shirts, Ilan? Bah, serre-toi, hein. De toute façon, un shopping is shopping, hein. Parfait, Loulou. Je vais le garder sur moi. Alfred et moi, on est contents. Elle peut être fière de son fils. Dans quelques semaines, il a décidé d'organiser un défilé de haute Parce qu'il faut que couture. j'aille faire mon shooting. Merci beaucoup de cette venue. Hein, et puis, comme on dit, un Playmobil en avant les histoires. Hein. Je t'aime. Moi aussi, je t'adore. On va kiffer. Bientôt à Broadway. Hein? Ce qui fait rêver tous les jeunes dans le sentier, c'est d'avoir son nom écrit en gros sur la devanture de son magasin, comme Bati. Tout le monde connaît son histoire. C'est lui qui a directement inspiré le personnage tenu par Richard Anconina dans le film La vérité si je mens. Ce Pakistanais a fui son pays sans un sou en poche il y a 34 ans pour tenter sa chance en France. Il commence par pousser des chariots dans le sentier avant de monter lui-même sa propre marque. En quelques années, il devient millionnaire grâce à une veste noire en simili-cuir qui devient un tube, comme on dit dans le sentier. C'est ça. Avec ça, j'ai fait beaucoup fortune à l'époque. C'est ça, du monde entier, des gens qui venaient chez moi le faire.
Vous en avez vendu combien? Oh, des millions, des millions, des millions, des millions. Donc c'est une imitation de cuir en fait. Tout à fait. Et c'est 10% polyester. Il était des qualités ballon, polyester et on fabriquait ça. Voilà, regardez, on ne dirait même pas c'est du faux. Selon lui, cette veste lui a rapporté 30 millions d'euros. Aujourd'hui, Bati est une star pour tous les touristes pakistanais de passage à Paris. Ils veulent voir de près leur compatriote qui a conquis la France. Quand j'habitais au Pakistan, personne ne me connaissait. J'étais vraiment dormir la rue, tout ça, je n'ai pas l'argent, rien. Et maintenant, quand des gens arrivent ici, spécial, ils viennent à chaque fois prendre des photos des magasins, d'un bureau, photos avec moi, ça fait plaisir. C'est pas la même vie maintenant. Bye bye. Bati a beau être riche et célèbre, il continue à mettre la main à la pâte. Pas question pour lui de se convertir au Made in China. Son argument de vente, c'est le Made in Sentier. Il fait tout fabriquer à quelques pas de sa boutique, dans un atelier artisanal tenu par un entrepreneur turc. Merci, ça va bien? Voilà. Voilà, c'est ça. Il y passe régulièrement. Des zips, elle est donné des nouveaux zips maintenant parce que ça zip, elle les casse tout le temps. Ce qui le préoccupe, c'est la qualité, mais pas seulement. Il se revendique respectueux des lois dans un quartier où cela n'a pas toujours été le cas. Loin de là. C'est important de voir que c'est pas un atelier clandestin. Non, non, ça n'existe pas, on ne travaille pas avec eux. Nous, on les demande des papiers pire que la police maintenant. On demande ARSAF, on demande CABIS, on demande toutes les charges payées, DF, assurance, des bails, des quittances de l'éveillé. On demande 50 000 dossiers. Après, on choisit un atelier. Nous, on ne voulait pas des histoires avec la justice, on ne voulait pas la justice avec la police, on ne voulait rien du tout. On voulait toutes les choses règles. On respecte des lois françaises. Nous, on habite en France, on voulait des lois françaises, on respecte ça. Voilà. Allez, salut, bye. Au revoir. Et tout de suite, hein. Faut-il le croire? Pas sûr, en effet, que le quartier ait tant changé. Il est 10h ce matin-là. Une quinzaine de policiers font irruption au 2e étage d'un immeuble de la rue Saint-Denis. Ils sont accompagnés de 2 agents de l'URSSAF et d'une traductrice chinoise. À leur tête, le lieutenant de police Jayeul. Bonjour monsieur, c'est un contrôle URSSAF. L'enquête a démarré il y a 1 mois. Le patron de l'atelier de confection ferait travailler clandestinement des Chinois sans papier. Donc si tu peux leur dire bonjour monsieur, bonjour mesdames. Nous allons contrôler si toutes les personnes qui sont ici ont des titres de séjour. Donc tout va bien se passer. Ces ateliers sont réputés pour leur cadence de travail infernale. Ils permettent à certaines marques du sentier de produire à toute vitesse quand un modèle marche bien, plutôt que de le faire fabriquer en Chine. Tout le monde reste ici. Moi, c'est là-bas. Oui, restez là. Pas de problème, tout va bien aller. Faire travailler des clandestins donne la possibilité au patron de les payer moins cher et d'éviter de payer l'URSSAF. Le patron turc a l'air embarrassé. Pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4. Effectivement, il y a un problème. Les factures et ces déclarations URSSAF ne correspondent pas à l'activité de l'atelier. C'était dans les 13 000 € à peu près de Ah déclarer oui, déjà, les montants que tu viens de m'annoncer, déjà, il y a une dissimulation partielle d'activité. Pour la police et les agents de l'URSSAF, l'affaire est claire. L'entrepreneur déclare moins de la moitié de son activité à l'administration. Il y a infraction. Autre fraude, 4 employés, 3 femmes et 1 homme n'ont pas leurs papiers en règle. Le patron essaie de plaider sa bonne foi. Sur l'honneur et on a un dossier complet avec la photocopie de registre, de personnel, des URSSAF, Selon les policiers, les gérants de ces ateliers ferment les yeux sur l'authenticité des papiers qu'on leur présente. Les clandestins chinois sont une main-d'œuvre docile. Ils travaillent vite et bien. Ils ne comptent pas leurs heures.
C'est sûr que vous ne pouvez plus exploiter quelqu'un qui n'a pas de titre de séjour et qui n'osera pas aller se plaindre, parce que lui, à la limite, il ne veut pas sa retraite enfant. Ce qu'il veut, c'est avoir un peu de cash pour envoyer au pays, quoi, ou payer son passeur. Parce que parfois, ils arrivent, ils sont endettés de 10 000 euros et ils travaillent pendant 3 ans comme des esclaves juste pour pouvoir rester en France, alors qu'ils n'ont même pas de titre de séjour. Donc c'est vrai que c'est des situations un peu... Les 4 Chinois sont arrêtés et placés en garde à vue. Ils seront fichés et relâchés dès le lendemain. Les policiers emmènent également leur machine à coudre comme preuve. Pourquoi vous emmenez aussi les machines? Parce que c'est les machines qui étaient sur lesquelles travaillaient les personnes. Voilà. Et ça sert à quoi de les prendre? C'est les pièces à conviction, c'est leur outil de travail. Le gérant de l'atelier, lui, écopera d'une amende de 23 500 €. Et le jeune patron chinois ne risque pas d'avoir ce problème. Il ne fait jamais appel à des ateliers du sentier. Pour faire face à la demande, il a besoin de réapprovisionner son magasin en permanence, mais tout vient de Chine. On se carré là? 2 fois par semaine, il bloque entièrement la rue. Sinon, on peut rester là. C'est bon. À l'intérieur de l'énorme camion, plus de 330 cartons remplis de vêtements. 20 000 pièces en provenance de Chine. Tu me mets tout ça dans le stock à l'étage. Et rien dans la boutique, hein? Oui, j'attends quelqu'un qui va venir donner un coup de main. On attend un peu. Décharger de la marchandise dans le sentier, rien de plus simple. Des dizaines de porteurs pakistanais et indiens attendent pour du travail à tous les coins de rue. Oui, oui. Il y a combien de personnes? 3 personnes? Oui. Oui. Oui, allez, commencez. On commence à charger. On n'a jamais vu embauche plus rapide. Il n'a même pas parlé salaire que déjà une demi-douzaine de personnes se mettent au travail. Il travaille au sentier, il va voir s'il y a un magasin qui a besoin, il va venir donner un coup de main. Ouais. Dans ce cadre, il y a beaucoup de Pakistanais, Indiens qui travaillent ici. Ouais. Les Pakistanais déchargent très vite. Résultat, la rue est complètement encombrée par les cartons. Les scooters ne peuvent plus circuler. Et même les passants sont obligés de rebrousser chemin. Le hall d'entrée devient impraticable et l'ascenseur a été réquisitionné. Les autres occupants de l'immeuble perdent patience. Parce que vous avez bloqué les portes, donc moi j'en ai marre, c'est pas à mon propos. Ok. Excusez-moi, vous vivez ici, vous? Oui. Je travaille ici. C'est souvent comme ça? 2-3 fois par semaine. Franchement, l'ascenseur, je m'en fiche, mais c'est juste que j'ai même pas accès aux escaliers. Moi, je suis dans des bureaux, c'est pas un entrepôt. Je subis. Il faut laisser un passage pour les gens. Oui, oui. Parce que là, c'est là, si on a des clients qui arrivent, il va passer, c'est quoi ce bordel? On a un magasin, nous, là-haut? Oui. 4 heures plus tard, le stock à l'étage est plein à ras-bord. Il ne reste plus qu'à tout déballer. On va travailler jusqu'à maximum 11 h, 23 h. Demain, tous les produits être prêts. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Oh, ça va. Heureusement, c'est pas moi qui ai monté le carton. Oui, ça va. Okay. Dernier détail, I va devoir payer les porteurs. Nous quittons la pièce. Alors, 50. Vous rigolez ou quoi, 50? Je ne travaille jamais 50. Chaque semaine, j'ai le carton. Je n'ai jamais donné 50. Si vous êtes comme ça, la prochaine fois, s'il y a travail, je ne peux pas vous tabler. 30 euros. Les Pakistanais veulent 50 € par personne. I, comptez leur donner 30 €. Il va falloir discuter. Tu veux voler l'argent? Tu veux piquer l'argent ou pas? Non, c'est pas possible. 40? Oui. Non. Dernier prix, 35. Okay. Oh là là. 35. Non, 35. Finalement, l'affaire se conclura à 35 €. Les choses sont correctes. Il est 22h30. Ce n'est pas vraiment une heure pour déménager. Et pourtant, c'est bien ce que fait ce jeune couple. Ce soir, Emeline et Jean-Guillaume emménagent.
La journée, c'est compliqué entre les livraisons, les personnes avec les chariots, les tissus, tout ça. C'est pas très pratique, donc là, on en profite, quoi. Tout autour de leur immeuble, des ateliers, des boutiques textiles et depuis peu de temps, des logements pour particuliers. C'est au 4e étage, sans ascenseur. C'est bon pour toi? Ça va, ça passe? Nickel. Pour l'occasion, 2 amis sont venus leur donner un coup de main. Super. Leur 2 pièces fait 40 mètres carrés. Ils le louent 1 130 € par mois. Yes. Pas très cher en fait, quand on tient absolument à vivre dans le centre de Paris. Et là, effectivement. D'autant que le quartier est de plus en plus à la mode. Pour le quartier, c'est pas si cher que ça, quoi. Entre guillemets. Mais c'est un endroit où il faut être aujourd'hui, c'est quand même ça devient... De plus en plus branché, ouais, carrément. Ouais, je pense que ça l'est déjà depuis quelques temps, quand même. Ouais. Mais c'était quelques rues après, c'est-à-dire que si vous allez dans la rue Montorgueil, c'est ultra bobo, branchitude à fond. Maintenant, ça se décale de plus en plus dans le sentier aussi, quoi. C'est juste à côté, c'est à 2 minutes à pied, et là, on le voit dans la population. Maintenant, il y a énormément de petits bobos de jeunes couples, quoi, qui emménagent. Qui débarquent ici, c'est chouette, quoi. Ouais. C'est agréable. Voilà la rue qui fait la réputation du quartier, la rue Montorgueil. C'est une rue piétonne et c'est devenu une des plus grosses concentrations de bars branchés de la capitale. Le sentier est à 2 pas au bout de la rue et c'est ce qui attire les nouveaux locataires et désormais les investisseurs immobiliers. C'est le cas d'André, à gauche. Pendant 25 ans, il a travaillé dans le textile. Depuis que le quartier se transforme, il se reconvertit dans l'immobilier et il a pensé à tout. Ma laverie, une de mes laveries, qui était avant un magasin de confection. Voilà, on l'a ouverte il y a 1 mois. Elle est déjà taguée, un peu, tu vois, sympa. On a fait une laverie en bas, à la place du magasin qui était là, et des appartements. Tout au-dessus, c'est tous des appartements à la location. Cet immeuble était une entreprise textile. Avec un associé, il en a fait des logements du studio aux 3 pièces. Cette mutation des magasins de confection et des ateliers en habitation fait que la population ici, elle s'est multipliée par 4 ou 6. Donc, besoin de laverie. André scrute la moindre liquidation d'entreprise, car il faut toujours être le premier. En 1 an, les prix ont flambé de 20% et il n'est pas le seul à vouloir faire des coups immobiliers. Ben oui, ce magasin, par exemple, ce bar-là, le bar à vin, était avant un magasin de prêt-à-porter. Et il a ouvert depuis 2 mois environ, en bar. Il a fait des beaux travaux, il a du monde tous les soirs. Non, ça bouge beaucoup, mais au quotidien, quoi. Tu peux venir dans 15 jours, tu vas, ah, celui-là, il a ouvert, oh, celui-là, il a changé. C'est en travaux de tous les côtés. Celui-là, il est en travaux. Ici, il y a, tu vois, voilà, louer tout commerce. Non, mais il y en a plein et ça bouge au quotidien. Aujourd'hui, André a même décidé de vivre dans le sentier. Il a fait appel à un architecte d'intérieur pour refaire une grande surface qu'il vient d'acheter. Il a divorcé et il veut pouvoir y accueillir ses 3 enfants. Allez. Il y a beaucoup de travaux à prévoir. Donc ici, c'était un atelier, typiquement atelier du sentier. Table de coupe pour les modèles, machine à coudre. Bon, on a déjà sorti tout ce qui était à machine à coudre pour monter les modèles ou les séries. Là derrière vous, c'était quoi? Ça, c'était une table pour préparer les modèles. Son 116 mètres carrés, il l'a acheté 600 000 €. Ailleurs, dans Paris, ça lui aurait coûté le double. Pour le transformer en loft, il y en a pour 150 000 € de travaux. Vers la pièce voisine et que l'on va agrandir. André a acheté dans l'une des dernières rues où il y a encore quelques bonnes affaires à saisir, à 2 minutes à pied de la fameuse rue Montorgueil. Là, je pense que j'ai attrapé le dernier métro, pour être sincère, sur cette rue-là. André compte emménager avant l'été. Il faudrait que vous m'en communiquiez des photos. Ouais, il faut que je les trouve. Seul problème, le voisinage est aussi source de désagréments. La rue Saint-Denis, au cœur du sentier, est un des lieux historiques de la prostitution parisienne. Le jour, les habitués du quartier, on les appelle les traditionnels,
sont une centaine à battre le pavé au pied des immeubles où elles possèdent un studio. La police les laisse tranquilles, elles font partie du décor. Mais à la nuit tombée, pour nombre de riverains, cette activité devient une véritable nuisance. Cet habitant s'est installé dans le quartier il y a quelques mois. Ce jeune célibataire y a acheté un studio de 40 mètres carrés pour 300 000 €. C'est votre petit chez vous, là. Voilà, je suis arrivé ici au mois de juin dernier. Donc, ah non, on est bien ici. L'intérieur est très agréable, la vue un peu moins. Bon, je vais vous montrer ce qui se passe sous ma fenêtre tous les soirs. Bon, ça commence vers 21 h et le gros à partir d'1 ou 2 heures du matin. Juste en bas de chez lui, d'autres jeunes femmes font concurrence aux traditionnelles avec des méthodes moins discrètes. Plusieurs dizaines d'entre elles opèrent dans les halls d'immeubles, dans les cages d'escalier et parfois même dans la rue. Le mec à la casquette orange, il est rentré dans le hall. Putain, elle est en train de se le faire dehors. Ce genre de scène arrive toutes les nuits, jusqu'à l'aube. Cet autre riverain habite l'un des petits passages privés de la rue Saint-Denis. Le matin, la première chose qu'il fait, c'est d'aller inspecter la cour de son immeuble. Alors en fait, je regarde ça, par exemple, c'est-à-dire le préservatif que vous voyez là. Voilà. Et une des riveraines qui, la semaine dernière, se promenait avec son enfant. Et le gamin a attrapé en fait un préservatif usagé entre deux voitures. Il l'a pris pour un ballon et a soufflé dedans. Donc voilà. Donc la personne est allée porter plainte. Mais c'est ce genre de choses qui sont juste en plein Paris, au jour d'aujourd'hui, inadmissibles, quoi. C'est les capotes, les Kleenex. 200 personnes vivent ici, dont des familles avec enfants. Ça va? Avec mes meilleurs vœux? Meilleurs vœux, plein de bonnes choses. Ouais. T'as vu? Bah oui, comme d'hab. Je dirais c'est notre quotidien le matin. Ouais, il y en a 2 autres là-bas. Je commence à en avoir un peu ras-le-bol de vivre dans un endroit qui était plutôt agréable et qui devient presque insalubre. Il y a des grandes poubelles, donc elles se font un petit abri, quoi. Elles se mettent derrière, il faut comme une petite cachette, puis elles se mettent derrière. Le passage privé est pourtant protégé par une grille fermée à clé, mais les jeunes femmes trouvent toujours le moyen de se faufiler. Quand on rentrait par la porte, elles bloquaient derrière nous pour pouvoir laisser la porte ouverte et s'enfiler dans les cours. J'ai eu l'occasion justement de m'engueuler avec une ou deux comme ça qui bloquaient la grille en lui disant que j'étais chez moi et de me faire traiter de tous les noms, quoi. Oui, ça c'est clair. Hein. Moi, j'ai même été menacée. Hein. Ouais. Menacée comment? Ah j'ai eu le droit. Hein. Vous essayez de les faire déloger en disant dégage, faire ça ailleurs, un truc comme ça. Je dis non, c'est un grand arrêt, quoi. Oui. Les riverains ont beau porter plainte, rien n'y fait. Alors ce soir, ils ont décidé de passer à l'action. Mairie du 2e arrondissement. Une demi-douzaine d'entre eux a décidé de se rendre au conseil de quartier pour interpeller les pouvoirs publics. Des élus de l'arrondissement sont présents. Moi, je me suis fait insulter et menacer pas plus tard que mardi soir en rentrant de mon cours de sport à 22 h. Je pense que ça soit ou la mairie, ou vous les adjoints, ou le commissaire, vous prenez pas le problème au sérieux. Une conseillère d'arrondissement essaie bien de réagir aux critiques. C'est pas le problème. La proposition, non, excusez-moi, a rarement trouvé des solutions totales. Qui peut faire quelque chose pour nous? Est-ce qu'il faut qu'on engage des milices privées? C'est une bonne question. Non, mais c'est une bonne question. Si personne ne peut... La question, on la pose depuis je sais pas combien de temps. Moi, la solution, c'est quoi? C'est de descendre, de me friter avec elles? Elles sont d'un agressif... Je ne pense pas non plus. Mais alors, que pensez-vous comme solution? Je n'en vois pas. Vous n'en voyez pas? Eh bien, tant mieux. Alors on va déménager, on va faire une zone de non-droit sur 200 mètres ou 500 mètres, et les gens vont continuer à déménager parce que ni la mairie, ni la police, ni la politique ne peuvent faire quoi que ce soit? Au mieux, on va déplacer le problème, peut-être dans l'arrondissement à côté. Je ne trouve pas que ce soit une bonne solution, mais les réseaux mafieux, on n'est pas armés pour ça non plus.
La police fera une importante opération quelques semaines plus tard. Après une garde à vue, les prostituées sont revenues sur le trottoir dès le lendemain. Retour avec Yeyen, les jeunes patrons chinois. Désormais, leur boutique ne leur suffit plus. Ils misent sur Internet pour vendre leurs produits aux grossistes. Tous les 15 jours, il faut alimenter le site web en photos des nouveaux modèles. Les prises de vue ont lieu à Aubervilliers, en banlieue parisienne, où se trouve la plus grosse plateforme en Europe du textile chinois. 700 commerces d'import-export. Dans l'un des dépôts, une société chinoise se charge de faire les catalogues photos pour la plupart d'entre eux. Yeyen essaie toujours de faire travailler la communauté avant tout. Tout le monde est chinois, sauf le mannequin, une jolie blonde, c'est mieux pour les ventes. Comme notre clientèle, c'est plutôt pour le client européen, donc je pense que c'est mieux de choisir une fille blonde avec toutes notre collection, ça c'est mieux. Ça a bien été présenté. Est-ce que tu peux harmoniser la couleur des pommettes, s'il te plaît? Elles sont pas bien maquillées. Ok. Un petit peu. Encore, oui, c'est ça. La jeune femme, payée 300 € la journée, va enfiler une centaine de vêtements en quelques heures. J'aime cette position. Les photos seront en ligne quelques jours plus tard. Visuel, oui, c'est tout est joli. Ouais. Ça donne plus envie d'acheter. Dans quelques mois, Yeyen devrait ouvrir leur première boutique de détail en dehors du sentier. Ils visent un quartier huppé de Paris. Bati, lui, s'évade du quartier dès qu'il le peut. Avec le succès, il a pris goût aux arrondissements chics. Un mec comme moi, vous savez que ma vie, que j'ai commencé par zéro, que j'ai dormi au métro et maintenant j'ai venu de l'autre côté du monde. Moi-même, des fois, je ne crois pas. Que tellement je connais, c'est même pas une semaine, j'ai dîné avec le président Chirac. On partait dîner ensemble à la Brasserie Saint-Germain, qu'est-ce qu'on rigolait ensemble, comme les bébés et tout. Ce soir, il va prendre un verre avec l'une de ses amies dans un palace de la place Vendôme. C'est la célèbre aristocrate mondaine, Hermine de Clermont-Tonnerre. Alors, comme d'habitude, et toi? Oui. Bati est un habitué des lieux. Ici, tout le monde le connaît. Toute la journée. Ça va bien? Ouais? Monsieur Bati, vous allez bien? Ça va? L'homme joue volontiers les playboys et aime s'afficher avec les jolies femmes. Hermine est un peu son professeur de bonne manière. Et moi, je prends beaucoup de choses avec Hermine. Mais j'ai pris beaucoup de choses. Je sais pas. Si, beaucoup de choses. Par exemple, élégance, par exemple, comment biller, comment vous restez sur la table, comment vous restez ça, c'est la vérité. Vous imaginez qu'il y a un mec comme moi, il arrive là-bas, vous mangez avec les mains là-bas, tu sais. Puis ici, il arrive pour prendre des choses. J'ai connu, il ne mangeait pas avec les doigts. Hein. Il était déjà vachement bien. Il avait une super bonne base. Voilà. C'est notamment Hermine de Clermont-Tonnerre qui l'a introduit dans la jet set. Et maintenant, je sais mieux parce que Paris, je connais très bien. Je connais beaucoup de gens, pas de souci. Maintenant, je suis français, 100% français. Sauf l'accent. Hein. L'accent, voilà. Il est bien resté pakistanais. Et de temps en temps, on a besoin de décodeurs. Parce que moi, je ne comprends pas la moitié de ce que tu viens de me raconter. Au bout de plus de 15 ans d'amitié. Et Hermine, dis-le que c'est ça, c'est charme. Des gens, ça, c'est charme, voyez. Et si on met c'est le charme. Ah non, il y a du boulot, je vous le dis. Il reste du boulot. Ah, mon Bati. Ilan, lui aussi, veut se faire un nom. Dans quelques jours, il doit présenter sa nouvelle collection de vêtements haute couture. Pour l'instant, il a du mal à joindre les deux bouts et il aurait bien besoin de trouver un investisseur. Ce matin,
il tombe sur un ami d'enfance qui a fait fortune. Ouais, donc voilà, je fais un défilé de couture là. Ouais, je travaille. Bah, viens, je te donne une invitation. Les lumières, c'est gratuit. Les mannequins, c'est gratuit. Les maquilleuses, les mecs. L'ami semble intéressé. Les limousines que je vais avoir, ça va être gratuit. Je sais faire avec pas d'argent. Ok, tu sais faire le relationnel, mais maintenant de quoi t'as besoin? Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est là tout le temps avec moi, qui s'occupe de moi. À part ça? À part ça, un petit peu d'oseille, c'est tout, pas beaucoup. Combien t'as besoin? Je sais pas, c'est à toi de chiffrer. C'est à toi de chiffrer. Combien t'as besoin? 500 000, 1 million? 500 000, 1 million, les chiffres valsent. Pas sûr que l'investisseur soit au rendez-vous, mais dans le sentier, tout le monde a le droit de rêver. Deux comme Dor et moi, on peut le défoncer. C'est un gars qui voyage du matin au soir en jet, tu vois. Lui, il conduit pas la voiture. C'est pas lui qui conduit la voiture. Il conduit rien, lui, il conduit jamais. Il fait rien de sa vie, à part se détendre et parler au téléphone et faire ses affaires au téléphone. C'est normal. Oui, bien sûr, il a un jet, lui. Lui, il a un jet, un hélico, il est bourré. Une quinzaine de jours plus tard, Ilan doit présenter sa collection de vêtements haute couture à 2 pas des Champs-Élysées, loin du sentier. Le sentier, c'est le sentier. Ici, c'est ici. C'est il n'y a aucune différence, il n'y a aucun rapport. T'es avec les torchons, si tu mélanges les torchons et les serviettes. Si t'es dans les serviettes, le sentier, c'est sur le torchon. Mais vous reniez pas quand même vos origines? Tu renies rien du tout. Tu viens de là où tu viens, mais non, après, à toi de savoir évoluer. Il a réussi à se faire prêter une galerie d'art sur la très chic avenue Matignon. Faut savoir où on va le mettre. Hein. Pour décorer les lieux, il apporte des sculptures qu'il a créées lui-même. Il a aussi réussi à mobiliser une bonne vingtaine de personnes autour de lui. Je compte sur vous pour épauler, quoi, pour lui montrer si le pied n'est pas assez haut, si machin, ces trucs. Faut qu'on s'entraide sur ce coup-là. Maquilleurs, coiffeurs et mannequins, tout le monde est venu travailler gratuitement, par amitié pour Ilan. Cédrine, numéro 1, Cyrielle, numéro 2. 1, mettez-vous en ligne comme ça, on va se mettre bien en place. Regarde. Regardez comment moi je fais, ok? Pour l'occasion, Ilan s'improvise chorégraphe. Tu ouvres le rideau, tu te mets bien devant comme ça, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, et là tu te lances. Stop! Le jeune couturier compte même faire venir des célébrités à son défilé. C'est notamment Hugo, son stagiaire, qui s'en charge. J'ai Sienna de Secret Story qui vient avec son agent. J'ai Sheriff Aluna. J'ai des personnes de TF1. Pardon. Allô? Il espérait aussi la présence de Jean-Paul Belmondo, mais là, mauvaise nouvelle. Il va être déçu. Quoi? 0 pointé? J'ai pas pu ramener Belmondo. Ah, mais t'as un 0 pointé. Comment ça, j'ai un 0 pointé? J'ai fait... Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que tu devais courir tout le tour de Paris. Pardon? Sur le périph', à pied. C'est ce qu'on avait dit. 300 invités sont attendus. Mais à 30 minutes du début du défilé, aucune star n'a encore foulé le tapis rouge. Le stagiaire d'Ilan relance ses contacts. C'est à 45, vous serez là? Ok, bah prions Dieu alors. Vous me tenez au courant? Super, merci beaucoup. Ouais. C'est qui a géré les listes d'invités, c'est toi? C'est moi, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tout ça, c'est les gens qui sont assis, c'est ça? Non, ça c'est tous les gens qui sont confirmés. Jordan, elle est au courant de rien, c'est qui la liste des gens assis? La logistique a quelques ratés, mais pas de quoi faire perdre à Ilan son sens de l'humour. Il avait réussi à se faire prêter des voitures de luxe. Problème, elles sont restées en stationnement. On a 2 limousines, il n'y a personne qui a été chercher. Là, on a juste les voitures pour le mettre devant. Le plus grand mytho de la planète. Okay. Le plus grand mytho de la planète, on a mis des limousines, il n'y a personne qui... Il n'y a pas une star qui est venue dedans. Finalement, le défilé attire beaucoup plus de monde que prévu. Et pas n'importe qui, il y a sa grand-mère et son père. Il n'aurait manqué ça pour rien au monde. Et puis ce n'était pas gagné, mais les people sont au rendez-vous. La chanteuse Sheriff Aluna, un des frères Bogdanov, des vedettes de la télé-réalité et une star du X. Tout le monde est là, les photos sont faites, le défilé peut enfin commencer.
C'est la première fois que ces robes dessinées et cousues à la main par Ilan lui-même défilent. Merde! Allez, putain, elle vous attend! Vous croyez que c'est quoi? C'est une robe de mariée? Ilan fait tout comme les grands. À la fin du défilé, il y a une robe de mariée. Comme tous les stylistes du sentier, Ilan ne rêve que d'une chose, le quitter définitivement. Merci à tous. Bon, bah, moi je m'arrache, hein. Cela voudra dire qu'il s'est fait un nom. On va descendre par en bas, on va dire au revoir un petit peu.